Allez. Phenomenal forearm. Yes. Allez. Oh purée. Oh merde. Ah. Ah ouais, l'Undertaker à WrestleMania, Bon. hein, c'est compliqué. Hein. Raté. Bon, faut que j'achète des courses pour Noël. Ah ouais? Notamment des cadeaux, je suis un peu en retard dans tout ça. Ok. Ah ouais, donc t'as pas prévu de vidéo pour aujourd'hui? Non, à part le live Twitch, j'ai pas vraiment prévu grand chose. Bon. Mais si ça te dit, tu peux faire une vidéo. Si je veux en faire une? Bon, une vidéo de maths par contre. Hein? Je te vois venir là. Bah écoute, pourquoi pas? Vidéo de maths. On fait ça. Bon écoute, fais pas trop de bêtises en mon Ok. absence. Hein. Allez. Bon bah nickel, très bien. À plus tard. Bah écoute, bonne course hein. Ça marche. Bon. Bah on va en profiter. Allez, c'est bien. Bah éteindre ce bazar. Et puis let's go. Pourquoi pas? Alors la caméra, tac tac. Alors, on va la mettre correctement. On va du moins essayer. C'est la première fois que je dois tout faire. Incroyable. Incroyable. Ok. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Nickel. Bah ouais, on va en profiter là. J'ai quartier libre. Quartier libre. Ah, c'est fou quand même. Bon, alors, il m'a dit quoi? Il m'a dit pas de vidéo hors maths. Donc, bon, bah, les autres vidéos que j'ai en tête, on va les mettre de côté. C'est pas grave. Et il m'a dit de regarder dans le dossier YouTube. Le dossier YouTube, il est là. Ok. Et de faire un choix. Alors, le dossier YouTube. Nous avons quoi? Nous avons l'Exode numéro 141. Bon, ça, il m'a dit qu'il va le faire d'ici peu de temps. Donc, je vais lui laisser un petit Exode sur de la probe 1. D'accord. Ouais, j'avoue que j'ai envie de sortir un peu des sentiers battus. Je vais lui laisser les les petits exodes-coll. Je préfère attaquer des trucs un peu différents. Encore un exode-coll. Ah, une vie de maths. Sur Montréal, ok. Janvier. Il a pas mis de date exacte? Oui, il a pas mis de date exacte. Janvier. D'accord, c'est à ce moment-là qu'il veut le sortir. Bon, j'espère qu'il fera un bon montage hein, pour le peu de temps où j'apparais. Cool, donc c'est à ce moment-là qu'il veut le faire. Alors après... Un pêle-mêle. Ah, ok, cool. Un pêle-mêle. Bon, ça, je vais peut-être lui laisser aussi. Ça lui fait plaisir quand même de fêter l'anniversaire de la chaîne. Donc, je vais lui laisser. Pêle-mêle prévu en mars. D'accord. Pas de date non plus. Bon. De toute façon, c'est à peu près à ce moment-là qu'il sort les pêle-mêle hein, pour l'anniversaire. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que nous avons là? Un petit exode-coll. Bon, pas si foufou. Dilatation d'un compact. Propriété universelle du produit cartésien. Bon, c'est rigolo, mais c'est encore un petit exode-coll. J'ai envie de sortir un peu de tout ça. Un coin recherche. Ok. Wow, j'ai envie de sortir un petit peu de tout ça encore. Coin recherche, ça va un temps quoi. Un complément. Ah! Ah, ça c'est intéressant ça. Un truc en plus. Ok, sur les groupes de Galois. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire là-dedans? Un exemple, une extension de corps, définition, groupe de Galois, motivation. Ouais, on en a encore derrière. Ah, ça a l'air cool ça. Ok, ouais, bah, on va faire ça. Allez, à te juger. Très bien. Faut que je range ça correctement, hein, tout de même. Hop.
Alors, bon, je vais déjà préparer le tableau. Alors, un truc en plus, donc. Et donc, ouais, le sous-titre, c'est les groupes de Galois. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ouais, on a dit un exemple, définition, motivation, corps de décomposition, quelques exemples et un exemple important de degré 5. Ok, cool. Cool. Bon, apparemment, il y a des trucs où il a skippé les détails. Mais au pire, ça peut faire éventuellement des exos. D'accord. Ah ouais, interro surprise. Bon, on verra. D'accord, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Ne pas oublier de mettre une pub. C'est vraiment obligé ça? Bon, on verra. Et puis, épisode suivant, groupe résoluble. D'accord. Ouais, il a pas osé aller trop loin, de peur que ça fasse trop de substance. Bon, je pense que c'est très bien. Ok. Ok. Ouais. Après, tu connais bien le sujet, ça devrait aller. Allez, on est parti. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. C'est pas un numéro, c'est un épisode. C'est un épisode, on va y arriver. Un épisode. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah non. Ah non, c'est Benjamin 2, c'est pas Benjamin 1. Brun. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un truc en plus, épisode C de notre saison 1, qui a pour but de vous exposer une introduction à la théorie de Galois. Et nous avons donc déjà attaqué 2 épisodes dans cette série. Nous avons d'abord parlé de manière générale de la théorie de Galois et de ce qu'elle amène, notamment le gros résultat d'Abel Galois, qui permet de mettre en avant qu'il existe des polynômes qui ne sont pas résolubles par radicaux. Et dernièrement, l'épisode B, vous introduisez la notion d'extension de corps. Aujourd'hui, votre bienfaiteur Benjamin 2, qui a eu le droit de proposer n'importe quel type de vidéo pour aujourd'hui et qui a décidé de vous proposer donc un épisode de trucs en plus, vous propose d'aller un petit peu plus loin dans cette saison 1 et de vous introduire les groupes de Galois. Alors, qu'est-ce qu'il a mis comme exemple? Ok, on va mettre cet exemple-là. Je pense qu'il est cool. Alors, pour vous introduire les groupes de Galois, on va attaquer les choses avec un exemple. Un exemple assez simple, mais je pense que ça permet de voir ce qu'il va se produire. Je vous propose donc de considérer le corps, on va l'appeler L, l'extension de corps des rationnels donnée par racine de 2. Donc ça veut dire que vous prenez le plus petit corps engendré par les rationnels et racine carrée de 2. Il se trouve qu'on peut les décrire assez facilement. Les éléments qui vont apparaître là-dedans, ça va être les éléments qui s'écrivent a plus b racine de 2 avec a et b des rationnels. Et donc oui, c'est clairement une extension du corps K, donc K ici étant les rationnels. Et c'est une extension d'ailleurs de degré 2. Voilà. Alors la question qu'on va se poser, c'est quels sont les automorphismes de corps que nous pouvons faire sur Q racine de 2 qui laissent invariants les rationnels. Donc déterminer les automorphismes de corps de L qui laissent invariant le corps K. Ok. Bon, on va faire une étude, rien de bien méchant pour le moment. Hein. C'est vraiment une question de synthèse, donc analyse-synthèse. Et donc, on va commencer par une partie d'analyse. Vraiment, c'est un petit exercice. Vous pouvez très bien faire une pause pour essayer de le faire par vous-même. Je pense que c'est pas difficile du tout, vraiment, ça paye pas de mine. Et ça vous permet aussi de vérifier que vous avez bien compris ce qu'on entend par morphisme de corps et ce qu'on entend aussi par invariant. Alors ici, qu'on soit bien clair, hein,
On sait jamais. Quand on dit invariant sur le corps K, ce qu'on entend, c'est que l'image d'un élément dans K, c'est lui-même. D'accord? C'est pas dans K, parce que je pourrais très bien dire l'image d'un élément de K, c'est dans K. Pourquoi pas? Et dans ce sens-là, on pourrait dire, bah, normalement, c'est pas vraiment le mot invariant qu'on devrait utiliser, c'est plutôt stable. Mais bon, bref. Vous pourriez vous dire l'image d'un élément dans K est dans K, mais c'est pas ça que je dis, c'est plus fort que ça, c'est l'image de K dans K, c'est lui-même. Voilà. Donc on se lance dans une analyse et on considère un tel automorphisme, donc sigma, qui va donc de Q racine de 2 vers lui-même, tel que supposé. C'est un automorphisme peut-être. Ah, il y a ça aussi. Hop. Bon, alors que se passe-t-il si je m'amuse à regarder l'image de A plus B racine de 2, donc un élément particulier de mon corps. Bon, bah je sais que le corps ici, parce que c'est un morphisme de corps, déjà, je peux m'amuser à écrire que ce truc-là, c'est la même chose que sigma de A plus sigma de B fois sigma de racine de 2. Donc je me retrouve avec sigma de A plus sigma de B fois sigma de racine de 2. Puisque c'est un morphisme de corps, ça doit satisfaire, évidemment, à respecter les opérations du corps, donc c'est-à-dire l'addition, la multiplication. Et aussi l'inverse, puisqu'il y a une question de morphisme de corps. Ici, on demande à ce qu'un élément de Q soit envoyé vers lui-même, donc ça signifie alors que sigma de A, c'est juste A, plus sigma de B, ben là, c'est juste B, fois sigma de racine de 2. Et là, on voit tout de suite un truc. Pour définir donc un tel automorphisme, il nous suffit de donner ce que peut valoir l'image de racine de 2. Donc sigma est totalement décrit par sigma de racine de 2. Alors maintenant la question c'est que peut valoir ce sigma de racine de 2? Et bon bah il y a une réponse assez simple, c'est que si je m'amuse à regarder le carré de cette image, étant donné qu'on a un morphisme de corps, ça c'est la même chose que sigma de racine de 2 au carré. Donc c'est la même chose que sigma de 2. Et sigma de 2, bah, comme sigma est invariant sur le corps Q, ça me donne 2. Et donc là, ce que je viens de démontrer, c'est que le carré de l'image que l'on veut prendre dans Q racine de 2, ça doit être égal à 2. Autrement dit, sigma de racine de 2, ça doit être une racine du polynôme x carré moins 2. Donc, sigma de racine de 2 est une racine de x carré moins 2. Et bah, les racines, on n'en a pas 36 000, hein, on en a 2, puisque c'est un polynôme de degré 2. Et d'ailleurs, les deux sont distincts. Soit sigma de racine de 2 égale racine de 2, soit sigma de racine de 2, c'est moins racine de 2. Et donc, on se retrouve alors avec deux possibilités d'automorphisme. Soit sigma, c'est égal à l'identité, tout simplement. Donc, c'est le cas où je choisis que l'image de racine de 2, c'est lui-même. Ou alors, on peut choisir sigma comme étant la conjugaison. Donc ici, la conjugaison A plus B racine de 2 est envoyée vers A moins B racine de 2. Donc c'est vraiment la conjugaison. Ici, conjugaison au sens de racine carrée de 2. Et c'est un type de conjugaison que vous avez certainement déjà rencontré auparavant. Autre que la conjugaison avec les nombres complexes. Bref. Et donc on se retrouve juste avec deux éléments. Et truc aussi à constater, c'est que si je m'amuse à faire la conjugaison au carré, donc si je m'amuse à composer deux fois la conjugaison, je me retrouve avec l'identité. Donc si je regarde le groupe, car il se trouve que ça va être un groupe, le groupe des automorphismes qui vérifient cette propriété-là, alors ça serait bien d'écrire correctement le G, hein. Donc de tels automorphismes, eh bien ça va être isomorphe. C'est isomorphe à Z sur 2Z. Avec l'identité qui jouera le rôle du neutre dans l'addition pour Z sur 2Z et la conjugaison qui joue le rôle de 1. Et donc voilà, eh bien on vient donc de calculer, peut-être sans le savoir pour vous, un groupe de Galois. Il se trouve que nous venons de calculer
le groupe de Galois, qu'on note comme ceci, de Q racine de 2 sur Q. Et maintenant, je vais pouvoir vous donner la définition précise de ce qu'est un groupe de Galois. Je vérifie quand même, est-ce que c'est comme ça qu'il voulait enchaîner là? Oui, c'est comme ça qu'il voulait enchaîner. Parfait, parfait. Hop. Alors, définition. Alors, si je me donne K un corps et L une extension de K, donc un surcorps de K si vous préférez. Le groupe de Galois. Ah, j'ai oublié de mettre en muet l'ordinateur. On a entendu Outlook. Bref. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc, nous avons le groupe de Galois de L sur K, noté gal de K sur L. Raté, c'est L sur K d'ailleurs. Hop. Le groupe de Galois de L sur K. C'est le groupe des automorphismes de L qui laisse invariant qui laisse invariant K. Donc voilà. Hop. Alors, et là, on a déjà un premier exemple que nous venons de calculer, et je vais le réécrire. Donc en effet, le groupe de Galois de Q racine de 2 sur Q, ça c'est la même chose que Z sur 2Z. Est-ce qu'il avait proposé d'autres exemples? Apparemment non. Est-ce que je tente de donner un autre exemple? Ouais, on peut essayer de donner un autre exemple. Alors, un autre exemple, c'est si je m'amuse à faire le groupe de Galois de Q racine cube de 2 sur Q. Alors, c'est vraiment très similaire à ce qui s'est produit ici. Donc, il faut juste poser la question à quoi ressemblent les éléments dans Q racine cube de 2. Et donc, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, donc Q racine cube de 2, il se trouve que ça va être des éléments qui s'écrivent A plus B racine cube de 2 plus C racine cube de 4. Ok, et tac, ça on est bon. Avec A, B, C, des éléments rationnels. Et on voit ici qu'on peut décider de l'image de racine cube de 2 et de l'image de racine cube de 4. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut que sigma de racine cube de 2, ça doit être une racine cube. Est une racine cube de 2. Et puis pareil pour racine cube de 4, ça doit être une racine cube de 4. Exactement avec le même raisonnement que nous avions fait ici. Et donc, si on regarde un petit peu plus près ce qu'on peut faire, on voit que racine cube de 2 peut être envoyée vers racine cube de 4. On voit que éventuellement racine cube de 2 peut être envoyée vers 2. Ce n'est pas une impossibilité. Qu'est-ce que je dis? Oh, je dis des bêtises, moi. Donc racine cube de 2, ça doit être envoyé vers une racine cube. Ah ouais, je dis des bêtises là, ça va vraiment pas, excusez-moi. Je prends des libertés, des aisances là. Non, donc il faut que ce soit envoyé vers une racine cube de 2. Mais c'est quoi les racines cubes de 2? Eh bien, par un rapide calcul, on peut se rendre compte qu'on va avoir les racines troisièmes de l'unité qui vont apparaître. Et on voit alors que sigma de racine cube
de 2, bah, ça peut être soit racine cube de 2, soit j racine cube de 2, soit j carré racine cube de 2. On a ces différentes possibilités. Problème, c'est que les deux éléments qui sont ici ne sont pas dans, Q. Enfin, dans Q racine cube de 2. Donc là, on a un problème. On ne peut pas définir l'image de racine cube de 2 comme étant l'un de ces deux trucs-là. Sachant que J, c'est la racine troisième de l'unité, hein, qu'on soit bien d'accord, exponentielle de 2i pi sur 3. Donc là, on voit assez rapidement que ces deux cas-là ne vont pas être possibles. Donc ça veut dire que sigma de racine cube de 2, ça doit être racine cube de 2. Et un autre truc qu'on aurait pu constater, c'est que sigma racine cube de 4, c'est sigma racine cube de 2 au carré. Donc ça veut dire qu'en fait tout se détermine à partir de l'image de racine cube de 2. Et là on voit que la seule possibilité pour l'image de racine cube de 2, c'est lui-même. Donc on n'a pas trop le choix. Il se trouve que le seul automorphisme qui stabilise les rationnels sur racine cube de 2, un Q racine cube de 2, eh bien c'est l'identité. Donc là ici nous avons le groupe trivial. Ça peut paraître contre-intuitif peut-être, mais c'est assez logique parce que ici, dans le cas racine carrée de 2, nous avions racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2 qui apparaissent dans le corps. Alors que ici, nous n'avons pas toutes les racines cubiques de 2. Et c'est ça le truc ici. On n'a pas toutes les racines cubiques de 2, et comme on n'a pas toutes les racines cubiques de 2, on ne peut pas envoyer racine cube de 2 sur les autres racines cubiques de 2. On a un problème. Donc on n'a pas trop le choix, il faut que racine cube de 2 soit envoyée vers lui-même. Et à cause de ça, ça va impliquer qu'on a en fait finalement la fonction identité. Voilà. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de vous montrer qu'il y a certaines choses qui peuvent être légèrement contre-intuitives. Intuitif ou contre-intuitif, parce que intuitif dans le sens où vous avez envie de voir les racines cubiques de 2, mais contre-intuitif parce que vous vous attendiez peut-être à obtenir z sur 3z, mais en fait pas du tout. D'accord? Donc il peut se passer des choses assez intrigantes. Ok, très bien. Je vais effacer l'exemple là et je vais laisser le résultat ici. Alors, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire? Je vais regarder ça. Alors, ouais, alors motivation. On va mettre quelques mots de motivation donc. Parce qu'il a envie de mettre des motivations, donc c'est important, je pense. Alors, la première motivation, c'est que là, on est en train d'étudier en fait des permutations des racines d'un polynôme. Donc en fait, une des motivations possibles, c'est motivation toujours par rapport à des équations polynomiales. Donc en fait, je vais écrire l'idée, je vais réécrire ce qu'il a écrit. Donc l'idée est d'étudier, d'étudier des permutations des racines des polynômes. Tac. Laissant invariant les coefficients de ce polynôme. Ça doit être ça. Invariant. Toute expression algébrique. Toute expression algébrique dépendant de. Bon, c'est pas très clair, mais je pense que l'idée c'est surtout par rapport aux coefficients d'un polynôme. Si vous vous donnez un polynôme, on va peut-être faire un point là-dessus. Donc si vous vous donnez un polynôme, disons, on va prendre un polynôme unitaire, donc x puissance n, puis après plus une somme des AI x puissance i allant de 0 à n-1. Donc si vous vous donnez un polynôme, vous avez les relations coefficients racines. Coefficients racines. Qui vous disent que, notamment, AI, ça va être, alors en espérant ne pas faire de bêtises, moins 1 puissance, je pense que j'ai envie que ça fasse n moins i, comme ça pour i égale n moins 1, ça fait moins 1,
Pour n-2, ça va faire plus 1, donc c'est ça. Donc moins 1 puissance n-i. Puis après, je dois faire une somme. Pour i inclus dans 1n de cardinal, j'imagine que je veux que le cardinal, ça soit n-i. Purée. N-i. De quoi? Eh bien, du produit des alpha, on va les appeler alpha, alpha i. I, c'est pas une bonne idée, donc alpha j, j dans grand I. Voilà, donc ça, c'est la formule des relations coefficients racines, qui peuvent bien sûr se réécrire d'une autre manière. Bon, moi, j'ai décidé de l'écrire de cette manière-là. Mais l'idée, c'est que j'aimerais rappeler que l'expression de ces coefficients-là, ça donne des polynômes symétriques, homogènes et symétriques par rapport aux racines qui sont en jeu. Donc là, ici, bien sûr, les racines, c'est alpha 1 jusqu'à alpha n, compté par multiplicité. Multiplicité. Voilà. Donc vous avez cette expression-là, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir permuter les éléments alpha. Et là, l'avantage c'est que comme c'est un polynôme symétrique en les alpha, vous échangez le rôle de alpha i avec alpha j, à la fin, vous trouvez le même résultat. D'accord? Donc je vais quand même le mentionner. Ça, c'est un polynôme symétrique. On en a déjà parlé des polynômes symétriques, je crois, à un moment donné. Hop. Il me semble que c'était... à quel moment? Je dis on, c'est vrai. C'est lui qui en a parlé. Il en a parlé quand? Je crois que c'était un parlons maths. Dans un parlons maths, il en a parlé de ce truc-là. Peut-être le premier sur la distributivité. Mais bref, donc voilà, donc c'est des polynômes symétriques en les alpha i. Et donc si on permute les alpha i qui sont en jeu, on ne change rien à la valeur du coefficient du polynôme. Donc c'est vraiment ça l'idée générale, c'est de proposer une action qui permet de changer les racines entre elles, d'échanger les racines entre elles, tout en préservant les coefficients du polynôme qui annuleraient les racines qui sont en jeu. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment l'idée première qui a amené à étudier les groupes de Galois. Alors je regarde juste quel autre truc il a voulu mentionner. Alors c'est marqué, c'est le cœur de ce qui explique, voilà, c'est le cœur de ce qui explique la possibilité de pouvoir résoudre des équations polynomiales via des radicaux. Donc oui, en effet, bon, je ne vais pas l'écrire, je vais juste me contenter de le dire à l'oral, l'étude de ce groupe de Galois va nous permettre de savoir, c'est vraiment le point le plus essentiel, va nous permettre de savoir si la résolution d'une équation polynomiale peut se faire par des radicaux ou non. Et tout va se jouer par rapport à une propriété de ces groupes-là qu'on appelle groupe résoluble. Et donc bon, ça sera l'objet de l'épisode suivant. On va juste s'amuser à manipuler encore un petit peu les groupes de Galois. J'aimerais, en tout cas il aimerait introduire un petit peu les corps de décomposition. Donc on va faire ça vite fait. Alors, tac. Parce qu'il n'a pas eu le temps, et en fait nous, parce qu'on était tous les deux là, on n'a pas eu le temps de vraiment introduire tout ce qu'on voulait sur les extensions de corps. Et là, il y a un truc sur les extensions de corps qu'il nous faut introduire. Donc, je vais me permettre de l'introduire ici. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Donc, on prend P, un polynôme dans K crochet X. Encore une fois, K est un corps, toujours. Voilà. Et on considère le corps de décomposition. Donc, le corps de décomposition de P, c'est en fait le plus petit corps dans lequel, donc le plus petit corps contenant K bien sûr, le plus petit corps contenant K, dans lequel P est scindé. Donc, contenant K, dans lequel P est scindé. Bon, on va peut-être lui donner une notation. Est-ce qu'il en a donné une? Non, il n'en a pas donné une.
Alors, notation peut-être K indice P, ça me paraît pas trop moche. Donc si j'écris K indice P, peut-être avec des parenthèses. Voilà. Donc on va le noter comme ceci, K indice P. Très bien. Donc pour faire quelques exemples importants, donc si je m'amuse à faire K indice, enfin Q, que là c'est, hop, je suppose qu'il y a d'autres notations à ça. Hein. Donc ma notation n'est pas standard. Q indice P, donc là P, j'aimerais mettre x carré moins 2. Donc si je prends ça, x carré moins 2, alors je me retrouve avec... que je fasse pas de bêtises. Donc bah ça va être q racine de 2. Allez, je vais m'amuser avec l'exemple que je vous ai donné tantôt. Si je fais x cube moins 2, moins 2, alors là, le corps de décomposition, ça va pas être q racine cube de 2, sur ce coup-là. Puisque x cube moins 2 ne va pas être scindé dans q racine cube de 2. Étant donné qu'il nous manque deux racines à cette affaire, j racine cube de 2 et j carré racine cube de 2. Donc il va falloir faire un petit peu plus que ça. Et oui, en effet, le corps de décomposition, ça va être donné par q racine cube de 2 et j. Alors j'imagine qu'on peut probablement l'écrire, puisque là c'est encore une fois le théorème primitif que je pourrais appliquer. Je pense qu'on peut l'écrire en un seul tenant. Normalement, je pense que ce qui peut marcher, c'est de prendre j fois racine cube de 2. Ça devrait convenir. Est-ce que c'est... Non, pas j racine cube de 2, j'ai des bêtises. Ouais, ça doit être racine cube de 2 plus j, peut-être, par exemple. Donc si je fais la somme des deux, bah là, ça va me donner un élément primitif qui engendre l'extension de corps qui est ici. Voilà, je vais donner un autre exemple qui est quand même, je pense, très important et que vous connaissez tous. C'est si je prends les réels et que je considère le polynôme x carré plus 1. Voilà. Bon, x carré plus 1, il n'est pas scindé dans R, mais le plus petit corps dans lequel x carré plus 1 est scindé et qui contient R, ça va être les complexes. Voilà. Je ne l'ai pas fait dès le début, mais voilà, en effet, c'est l'exemple que vous connaissez très bien. Donc je pense que ça va de soi d'en parler. Et donc on va simplifier l'écriture d'un groupe de Galois donné par rapport à un polynôme. Hop, on va noter gal du corps K sur le polynôme P. Donc en fait comme étant le groupe de Galois de l'extension de corps. Donc là ici c'est le corps de décomposition sur P, quotienté par K. Donc là, c'est pas tout à fait quotienté, mais ce que je veux dire, c'est vraiment sur K. C'est l'extension par rapport à K. Et je veux que K soit invariant. Est-ce qu'il y avait un autre point important à mentionner avant de faire le gros exemple? Oui. Petite propriété, quelquefois que vous auriez un doute sur la définition, je pense que c'est important d'en parler. Il se trouve que le corps de décomposition est bien défini. Et il est bien unique, parce que là, je parle de le. Donc a priori, il y aurait un unique corps de décomposition. Et il se trouve que oui, on a un unique corps de décomposition à isomorphisme près. Donc j'ai mentionné ça comme il le voulait, lui. Donc, pour n'importe quel polynôme non nul de K crochet X, alors je vérifie tout de même, P admet un corps de décomposition qui est unique à isomorphisme près. Et de plus, c'est une extension finie. Voilà, je pense que ça me paraît assez important d'en parler. Donc très bien, voilà en effet, une propriété importante concernant les corps de décomposition, ça existe toujours, il n'y a pas de problème, et c'est toujours unique au passage. Donc voilà, on a fait quelques premiers exemples, je vous laisse vous amuser pour en faire d'autres. Ici,
on va se concentrer sur un exemple qui va être hyper important pour la suite, un exemple d'un polynôme de degré 5, parce que cet exemple-là, on va chercher à démontrer jusqu'à la fin de la saison. Donc peut-être à l'épisode suivant, j'en sais rien, il l'a pas encore écrit l'épisode suivant. Non, apparemment il l'a pas encore écrit. Bon, donc peut-être à l'épisode suivant, je sais pas, peut-être dans 2 épisodes, mais en tout cas, à un moment donné, on va revenir sur ce polynôme. On va démontrer qu'en fait ce polynôme ne peut pas être résoluble par radicaux. Très bien. Peut-être avant de... Alors qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette une pub. Peut-être que c'est le bon moment de mettre une pub, ça. Allez, on va mettre une pub. Et voilà. Bon. Content que vous soyez de retour. Alors maintenant, on va y aller sur notre exemple. Je vais faire un peu de place. Et cet exemple va être aussi assez important pour vous montrer qu'on peut très bien calculer un groupe de Galois sans pour autant, déterminer un groupe à isomorphisme près, donc le groupe de Galois d'un certain polynôme à isomorphisme près, sans pour autant avoir à calculer les racines de ce polynôme. Donc le polynôme que l'on va prendre, ça va être le suivant. On va l'appeler R. X puissance 5. Alors que je fasse pas de bêtises, il a proposé celui-là. Bon, il y en aurait plein que je pourrais prendre, mais on va se concentrer sur ce polynôme-là. Alors, je vais vous proposer ça en petit exercice, exactement comme il le propose ici. La première chose qui peut être assez rigolo à faire, c'est, bon, ça demande un peu de temps, mais je vais le skipper, c'est de montrer que R est irréductible. Donc, montrer que R est irréductible dans Q crochet X. Alors juste pour le dire vite fait, il y a soit moyen de faire un calcul direct, et là ça prend un peu de temps mais ça se fait, soit utiliser de l'analyse complexe. Il y a aussi de la méthodologie qu'on peut employer en utilisant des trucs sur l'analyse complexe. C'est assez rigolo à faire. Voilà 2 pistes pour essayer de montrer que ce polynôme est irréductible. A priori, ici, on voit que Eisenstein ne peut pas s'appliquer directement. Peut-être que vous avez pensé à ça. Ça n'a pas l'air si direct que ça, puisque malheureusement, le coefficient qui est ici n'est pas divisible par 3. Vous auriez envie de faire 3, mais celui-ci n'est pas divisible par 3, donc ça va être un peu problématique. Peut-être en jouant sur un décalage du polynôme. Ça, c'est peut-être pas impossible. Mais bon, au pire du pire, on peut faire un calcul direct. Donc je vais ici admettre le fait que le polynôme est irréductible. Hop. Alors après, on va démontrer que notre polynôme R admet 3 racines réelles et 2 racines complexes non réelles conjuguées. Très bien, alors, le fait que les racines réelles, enfin les racines complexes d'un polynôme à coefficient réel soient conjuguées, c'est pas difficile. En effet, si alpha est racine de P dans R crochet X, je peux même mettre sur R crochet X, alors, quand je m'amuse à faire P de alpha bar, ben ça c'est la même chose que P de alpha, juste le bar sur alpha. Et P de alpha étant égal à 0, on en déduit ceci. Donc on voit qu'en effet, alpha bar est aussi racine que alpha. Et on peut même démontrer un peu mieux que ça. On peut démontrer qu'en fait, les 2 racines qui sont conjuguées vont avoir la même multiplicité. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc, si on a au moins une racine complexe, on arrive à mettre en avant qu'il y a au moins une racine complexe qui n'est pas réelle, alors on arrive à conclure. Ok, ça c'est bon, je vais effacer ici. Ok, alors maintenant, on va montrer qu'il y a bien 3 racines réelles. Donc pour montrer qu'il y a 3 racines réelles, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Tout simplement. Donc si on utilise le théorème des valeurs intermédiaires,
et qu'on calcule en des valeurs assez simples. Donc là, notamment, si on regarde R de moins 2, alors R de moins 2, ça fait quoi? Ça fait moins 32, plus 6, moins 1. Donc ça fait plus 5. Donc moins 32 plus 5, ça fait moins 27. Donc ça, c'est négatif. Après, si je fais R de moins 1, je crois que ça doit marcher. Moins 1, ça fait moins 1, donc moins 2 plus 3, donc ça fait 1 en effet. J'imagine 0. Et puis un dernier, alors si je fais 1, ça va pas aller. Par contre, si je fais 2, ça devrait aller. Donc R de 2, ça fait 32, moins 6, moins 1, donc moins 7. Donc ça va faire 25. Positif strict. Donc déjà, rien que par du TVI, on voit qu'il va y avoir en effet 3 racines. Et en fait, il ne va pas y avoir plus que 3 racines. On peut démontrer en effet que si on fait tendre vers moins infini, on va tendre vers moins infini. Pareil ici, on va tendre vers plus infini. Si on s'amusait à regarder un petit peu la monotonie, donc je pense que ça ne doit pas être très loin à faire ça. Donc si je regarde R' de x, ça me fait 5x4 moins 3. On peut déterminer les racines de ce polynôme. Donc là, les racines de ce polynôme, donc ça c'est égal à 0 si et seulement si on a x4 qui est égal à 3 cinquièmes. Et ça équivaut donc à dire que x... Donc là, je regarde juste les racines réelles. Je pourrais regarder les racines complexes aussi, mais je vais juste regarder les racines réelles. Donc ça veut dire que x carré est égal à plus ou moins racine carrée de 3 cinquièmes. Et ça veut dire alors que x est égal à plus ou moins... donc il y a deux possibilités. Donc c'est soit plus ou moins racine... donc si je prends la racine carrée du côté positif, j'ai plus ou moins racine quatrième de 3 sur 5, ou alors plus ou moins i racine quatrième de 3 sur 5. Donc là, on voit qu'on a deux racines. Et ces deux racines se trouvent notamment que je fasse pas de bêtises, entre 0 et 1 et 1, 0. Donc là, les deux racines réelles qu'on voit, elles sont entre 0 et 1 et 1, 0. Donc si je m'amuse maintenant à faire un tableau de variation, tac, tac, et que je regarde donc en moins racine quatrième de 3 sur 5 et en racine quatrième de 3 sur 5, je me retrouve avec, tac, tac, c'est un polynôme de degré 4, en plus un polynôme assez simple, donc j'imagine qu'ici on a plus, moins plus, tout simplement. Donc ça c'est pour R', et donc pour R, on se retrouve avec croissant, décroissant, croissant. Et donc 0 ça se trouve au milieu là. Donc pour 0, on a un truc négatif. Pour 1 qui se trouve quelque part ici, on a trouvé quelque chose de positif. Non, pour moins 1, pardon. Qui se trouve ici, on a trouvé quelque chose de positif. Ensuite, on avait moins 27 quelque part. Donc là, on passe en 0, encore une fois, par la croissance. Tac, tac, tac. Ici, on a décroissance stricte. Donc là, pareil, on passe un 0 quelque part ici. Et puis, on a en moins 2, un passage où on est positif, donc 25. Et à cause de la monotonie, donc là, je pense que ça devrait être très clair, on ne peut pas avoir plus que 3 racines. Et en plus de ça, ces racines ne peuvent pas être doubles, parce qu'on peut vérifier, grâce à ce qu'on vient de faire comme calcul, que l'image de la valeur qui est ici n'est pas nulle, étant donné qu'on est plus grand que 1, et l'image de la valeur qui est ici n'est pas nulle non plus, puisque celle-ci est plus petite que moins 1. Pour le polynôme R, je veux dire. Donc c'est foutu, on n'a pas de racines multiples. Donc au passage, de plus, R n'a pas de racines multiples. Réelle. N'a pas de racines multiples réelles. Voilà. Donc voilà, là on vient de démontrer qu'on a bien exactement 3 racines réelles. Et donc ça veut dire qu'on doit avoir au moins une racine complexe non réelle. Et par conjugaison, on va avoir 2 racines complexes distinctes non réelles. C'est ce que je viens de dire à l'oral, je vais
l'écrire. Effacer ici. Hop. Donc, on a au moins une racine complexe non réelle. Et par conjugaison, on en a une deuxième distincte. Donc c'est terminé, on vient en effet de démontrer qu'on a donc 3 racines réelles distinctes et 2 racines complexes distinctes. Donc complexes non réelles distinctes. Très bien, alors, c'est maintenant que nous allons commencer à dire des choses sur le groupe de Galois. Hop. Alors, on va peut-être donner des noms à nos affaires. Donc on va appelons alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, les racines de R. Et pour moi, alpha 4, alpha 5, ça va être les racines qui sont complexes non réelles. Et alpha 1, alpha 2, alpha 3, on va les ranger dans cet ordre-là, dans l'ordre strictement croissante. Ok, on va dire ça comme ça. Bon, alors, voyons, qu'est-ce qu'il faut vérifier à l'étape d'après. Donc on veut démontrer, l'objectif, je vais quand même écrire l'objectif. L'objectif, c'est de démontrer que le groupe de Galois sur le corps des rationnels de notre polynôme R, eh bien c'est isomorphe au groupe symétrique. Alors, pour démontrer ça, la première étape, c'est de constater que, de toute façon, le groupe de Galois qu'on va considérer cherche essentiellement à permuter les racines qui sont en jeu. Okay, donc en ayant ça en tête, comme on doit permuter les racines qui sont en jeu, on peut comprendre que définir un automorphisme de R consiste essentiellement à permuter les racines. Donc on peut très bien voir, donc première chose, on peut très bien voir gal K de R comme un sous-groupe du groupe des permutations. Puisque de toute façon, définir un automorphisme, comme vous l'aurez bien compris avec les exemples précédents, définir un automorphisme sur le groupe de Galois en question, ça a pour but d'échanger les différentes racines du polynôme, en tout cas par rapport au corps de décomposition, je veux dire. Donc c'est vraiment le seul point important ici, et pour pouvoir voir ce groupe de Galois comme un sous-groupe de permutation, donc ici de 5 éléments. Ok. Alors après, là il y a 2 choses à faire. La première, c'est on va chercher, en fait, ce qu'on va chercher à démontrer, c'est que ce sous-groupe-là, il contient un élément d'ordre 2 et un élément d'ordre 5. Alors un élément d'ordre 2, donc, il faut montrer que gal K de R contient un élément d'ordre 5. On va l'appeler, enfin, d'ordre 2, on va l'appeler taux, un élément taux d'ordre 2. Et un élément C d'ordre 5. Alors un élément d'ordre 2, je pense que vous pouvez en trouver un facilement. Est-ce que vous pourriez me donner un automorphisme assez simple qui stabilise les rationnels, voire même les réels, qui stabilise les rationnels et qui permet d'échanger un petit peu les racines qui sont en jeu? Eh bien, à cause des 2 racines qui sont ici complexes non réelles et qui sont conjuguées l'une de l'autre, du coup, vous pouvez en effet appliquer la conjugaison complexe. Et la conjugaison complexe, c'est assez simple de constater que c'est bien un élément d'ordre 2. Alors, tac. Donc, en effet, primo, si je prends taux comme étant la conjugaison complexe, eh bien ça marche. Et bien un
automorphisme non trivial. Car alpha 4 bar, ça va être alpha 5, qui est différent d'alpha 4. Et bien un automorphisme non trivial du corps de décomposition, donc ici Q par rapport au polynôme R. Donc rendant Q invariant, laissant invariant Q. Et en plus de ça, il est d'ordre 2. Donc il est clair que si je fais conjuguer de conjuguer, hein, ça c'est les premières propriétés évidentes de la conjugaison, ça donne bien l'identité. Donc tout va bien. Ok, on a un élément d'ordre 2 dans le groupe de Galois. Gal de gal Q de R. C'est pas les réels que je veux mettre. Hop. Voilà. Maintenant, pour montrer qu'il y a bien un élément d'ordre 5. Alors, c'est un peu plus technique, ça demande peut-être un peu plus de connaissances. L'idée est vraiment de voir l'action du groupe de Galois sur nos racines et d'utiliser le fait que le polynôme qui est ici est irréductible. Donc, je m'explique. Donc, on voit vraiment le groupe de Galois hop, comme étant un groupe agissant sur l'ensemble alpha 1, alpha 5. Ok. Et donc, ce groupe agissant, donc l'action c'est à peu près ce que vous pensez, c'est-à-dire si je prends un automorphisme et que je cherche à agir sur une des racines, alors je vais l'envoyer vers tout simplement l'image par ce sigma de cette racine. Et posez-vous la question, exactement comme on l'a fait précédemment, posez-vous la question, quelle est la condition minimale que doit satisfaire sigma de alpha i? Eh bien, la condition minimale va être donnée par notre polynôme irréductible, puisque ça, c'est le polynôme le plus petit, du coup, qui va annuler alpha i. D'accord? Donc, on sait que R de sigma alpha i, qui n'est rien d'autre que sigma de R alpha i, se doit d'être égal à 0. Vraiment, c'est la même idée que ce que je vous ai donné dans les exemples précédents, avec racine carrée de 2, avec racine cube de 2. C'est vraiment la même idée. Et donc, à cause de ça, on se rend compte que sigma de alpha i se doit d'être une racine du polynôme R. Donc, alors, sigma de alpha i est obligatoirement une racine de R. Et donc, si on essaie de faire le tour de tous les automorphismes possibles, on peut alors considérer à la place de alpha i n'importe quelle autre racine. Ce qui veut dire que l'orbite de alpha i eh bien, est de taille 5. Ainsi, l'orbite de alpha i, selon l'action ci-dessus, est fait des 5 racines. De P. Okay, parce que là, on arrive à atteindre toutes les racines. C'est pas la même chose que Q racine cube de 2 qu'on a fait tout à l'heure. Quand on a fait Q racine cube de 2, je vous avais montré que malheureusement, il y avait des racines qui n'apparaissaient pas. Et c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas fait en sorte que le polynôme x cube moins 2 soit scindé. Donc autrement dit que toutes les racines du polynôme x cube moins 2 apparaissent dans le surcorps. Là, en ayant pris une décomposition du corps, eh bien, en faisant ça, on se retrouve avec automatiquement toutes les racines du polynôme R. Donc là, on a totalement le choix sur la racine qu'on veut prendre dans R. Donc là, on voit en effet qu'on a cette condition-là, et ça veut dire que l'orbite est de taille 5. Et par une propriété de Lagrange, donc là c'est sur les actions de groupe, mais c'est en fait une généralisation de ce qui se passe pour les sous-groupes, eh bien, par Lagrange, cela signifie alors que le groupe de Galois est divisible par 5. Puisque l'orbite est de taille 5. Donc par Lagrange, ça veut dire que le cardinal du groupe de Galois est divisible par 5.
C'est un multiple de 5. Et un multiple non trivial, hein, puisqu'on sait déjà... bon, après, j'allais dire non trivial, c'est assez évident, parce que le groupe ne peut pas être de cardinal nul. On peut rien me dire. Mais bref, en tout cas, c'est divisible par 5. Et donc là, il y a un petit théorème. Alors, je pense que ça peut être sympa d'en faire une interro surprise. Théorème de Cauchy. Encore un. Là, c'est sur les groupes. Qui nous dit que si nous avons un groupe G dont le cardinal est divisible par un nombre premier, ça implique qu'il existe un élément, donc il existe un petit g dans grand G, tel que l'ordre de G est égal à ce nombre premier. Je pense, bon, il y a peut-être quelques petits points, mais je pense que ça peut en faire une petite interro surprise, ça. On verra. Donc d'ici les prochains jours, peut-être faire une interro surprise pour détailler un peu ce théorème. Mais ouais, donc le théorème de Cauchy nous dit la chose suivante. Nous avons le fait qu'il existe un élément d'ordre P dans un groupe qui est de cardinal ou d'ordre plus divisible par P. Hop. Et donc grâce à ça, eh bien, on arrive à conclure. Alors j'aimerais pas trop effacer, ça serait bien. Je peux effacer un peu ici. Ouais. Donc cela permet alors de conclure qu'il existe un élément C d'ordre 5. Hop. Il existe un élément C dans le groupe de Galois. Donc dans le groupe de Galois, encore une fois, donné par le corps de décomposition de R, d'ordre 5. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que cela permet de conclure que le groupe de Galois, ça n'a pas d'autre choix que d'être les permutations S5. Donc ça va être tout le groupe S5. Alors, voilà. Alors comment on arrive à conclure ça? C'est grâce à une propriété générale du groupe S5. En fait, ça vient du fait or S5 est engendré par tout couple tau C avec tau d'ordre 2 et C d'ordre 5 dans S5. Et je rappelle que le groupe de Galois est un sous-groupe, se voit comme un sous-groupe de S5. Donc là, on a un élément d'ordre 2, un élément d'ordre 5 dans S5. Et grâce à cette petite propriété un peu rigolote, alors vous pouvez vous amuser à faire quelques exemples. Déjà juste pour voir pourquoi ça va marcher. Donc prenez par exemple tau égale 1, 2, et puis C égale le cycle, le long cycle 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites ça, vous pouvez vous amuser à faire une espèce de Rubik's Cube en vérifiant qu'en effet, vous pouvez toujours, en partant de n'importe quelle permutation, vous amuser à utiliser soit le petit tau ici qui correspondrait à un petit mouvement entre 1 et 2, et puis le cycle qui permet d'échanger un peu tout le monde cycliquement. Vous jouez à une espèce de Rubik's Cube version miniature, et vous pourrez voir que n'importe quel cycle va pouvoir se ramener à l'identité. Donc c'est assez rigolo à faire comme exercice. Donc ouais, je vais vous laisser ça en petit exo, je pense, montrer que, par exemple, 1, 2 avec 1, 2, 3, 4, 5, donc ça, engendre S5. Ça, c'est un joli petit exo de première année de classe prépa. Et il se trouve que connaître ce qui se passe pour ça, ça nous aide grandement pour comprendre ce qui va se passer dans le cas général. Ça fait pas tout, mais ça nous aide grandement. Un autre truc qui peut expliquer ça, c'est aussi le fait que nous avons une description de notre groupe S5 par rapport au groupe alterné. Donc en effet, on peut écrire que S5, c'est isomorphe à un produit semi-direct entre le groupe A5, sur lequel on agit par Z sur 2Z. Voilà. On a déjà parlé des produits semi-directs dans un autre exercice. Je vous mettrai le lien en description. Et ça peut être sympa d'y rejeter un coup d'œil juste pour voir à quoi ça ressemble, produit semi-direct. Mais oui, en effet, ce truc-là peut s'écrire comme produit semi-direct. Et ça veut dire que n'importe quelle permutation peut se décomposer en un élément du groupe alterné avec un élément du groupe de permutation. Tout ce qu'il faut vérifier ensuite, c'est en effet, est-ce que le groupe A5 peut s'engendrer par un cycle de longueur 5. Et il se trouve que, par un élément d'ordre 5. Alors bon, c'est pas
C'est pas tout de suite évident, mais il se trouve que... Alors, c'est pas tout à fait ça qu'il faut que je dise. C'est engendré, mais aussi par conjugaison. Il faut que ce soit engendré, mais aussi par conjugaison, je pense. Donc, si on joue sur les conjugaisons, normalement, ça se passe un peu mieux. Bref, donc il y a vraiment un jeu là-dessus, sur cette écriture-là, qui permet de nous aider à conclure. Bref, voilà, donc ça c'est 2-3 trucs que je voulais dire. Et donc bah, là, nous avons exactement un élément d'ordre 2, un élément d'ordre 5. Donc ici, donc, hop là, eh bien le groupe de Galois de notre corps de décomposition, c'est bien S5. Et vous voyez, nous avons réussi à déterminer ce groupe de Galois sans avoir eu besoin de calculer explicitement les racines. Donc, modulo quelques petits détails que je vous laisse le soin d'essayer de faire un peu par vous-même. Éventuellement, on pourra revenir là par exemple sur le théorème de Cauchy à travers une interro surprise. Je pense que ça peut être sympa. Ou alors je laisse le soin à Benjamin 1 de le faire. On verra. Bref, donc voilà, bah, c'est assez joli comme truc. Et vous allez voir, alors je vais légèrement spoiler, mais comme j'ai dit un petit peu plus tôt, il va y avoir une question de la notion de groupe résoluble, donc ça va être l'objet de l'épisode suivant. Il y a une question de groupe résoluble qu'il va falloir regarder, et il se trouve que S5 n'est pas un groupe résoluble. Et comme c'est pas un groupe résoluble, et c'est pas un groupe résoluble par radicaux, mais c'est même déjà pas un groupe résoluble, comme celui-là n'est pas résoluble, eh bien ça veut dire que malheureusement, les racines du polynôme ici ne pourront pas s'obtenir comme expression de produits de racines carrées, racines cubes, racines cinquièmes, etc. Racines n'importe quoi que vous voulez. Ça ne pourra jamais s'exprimer par radicaux par rapport aux coefficients du polynôme qui sont en jeu. Voilà, donc c'est assez intriguant comme truc. Bref, voilà, j'ai un peu divulgaché la chose. Je vais juste terminer en disant en parlant d'un autre truc concernant les groupes de Galois qui fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à regarder. Donc, concernant les groupes de Galois, le dernier groupe assez intéressant qu'on mentionne parfois, c'est le groupe de Galois absolu. Donc, c'est le groupe donné des automorphismes sur une extension. Enfin, c'est pas n'importe quelle extension de corps là. Là, en fait, on considère une clôture algébrique de Q. Et on prend en fait tous les automorphismes de cette clôture algébrique de Q sur Q. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle le groupe de Galois absolu. Groupe de Galois absolu. Et je veux juste préciser que ça, c'est une clôture algébrique de Q. L'idée d'une clôture algébrique, c'est de prendre un surcorps dans lequel tous les polynômes là-dedans sont scindés. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif quand on prend une clôture algébrique. Vous en connaissez déjà une de clôture algébrique. Les complexes par rapport au réel, par exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple de clôture algébrique. Mais là, quand je fais une clôture algébrique sur Q, c'est pas aussi évident. Ça va pas être les complexes. Ça va être les nombres algébriques. Ça va être associé aux nombres algébriques sur Q. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Je pense notamment qu'il en a déjà parlé dans un exode call, enfin au moins un exode call où on parle vraiment des nombres algébriques sur Q. Mais bref, voilà. Alors après, vous pouvez me poser la question pourquoi je parle d'une clôture algébrique. C'est parce que il y a peut-être une question d'unicité qu'il faut se poser. Généralement, il y a une canonique de clôture algébrique qu'on prend, mais on peut se poser la question si on n'existe pas d'autres. Et il se trouve que c'est pas une question si évidente que ça. Donc, je vais me permettre de laisser une exprès pour vous permettre d'y réfléchir davantage de votre côté, ou en tout cas d'aller jeter un coup d'œil par vous-même. Bref, voilà. Et ce groupe-là apparaît dans plein de trucs pour considérer un groupe maximal dans lequel on considère toutes les extensions que l'on pourrait avoir de Q, puisque une extension de Q, une extension de corps fini de Q va forcément se retrouver là-dedans. D'accord, va forcément se retrouver par rapport à Q bar. Ça, c'est une propriété assez intéressante et importante. Et puis bon, bref, il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait mentionner. Il y a d'ailleurs un autre truc que je vais me permettre de mentionner. Ça, c'est par rapport aux mémoires de M1 qu'a fait Benjamin 1. C'est par rapport aux dessins d'enfants. Il y a un délire là-dessus sur les dessins d'enfants qui sont liés à ces histoires du groupe de Galois absolu.
Donc voilà, je pense que je peux m'arrêter sur ça, c'est déjà pas mal. Ok, bon, c'est pas si mal comme épisode. Alors, je vérifie, est-ce que j'ai dit tout ce qu'il voulait que je dise? Apparemment oui, donc j'ai mis la pub, tout va bien. Ok, bah c'est bien. Donc au prochain épisode, ce qui est prévu, c'est de parler des groupes résolubles. Et éventuellement, dépendant du temps que va prendre le fait d'introduire les groupes résolubles, j'imagine qu'on va enfin pouvoir parler de une preuve du théorème d'Abel-Galois, et donc notamment de se concentrer sur ce polynôme-là, qui est un exemple de polynôme pour lequel, eh bien, malheureusement, on ne peut pas résoudre l'équation ça égale 0 avec des radicaux. Et alors, il ne l'a pas écrit, mais je pense, on en a déjà parlé ensemble, je pense qu'on parlera aussi dans le dernier épisode, donc normalement cette saison doit contenir au plus 5 épisodes. Je pense que le dernier épisode sera consacré véritablement, si 5 ou 6, hein. C'est vrai qu'il y a une question de savoir est-ce qu'on en fait un épisode à part pour parler du théorème d'Abel-Galois, mais bon, bref, mis à part ça, au plus vraiment 6, maximum. Mais en tout cas, il y aurait un épisode dans lequel on aurait envie de vous parler un petit peu d'autres façons de chercher à résoudre une équation polynomiale. Parce que résoudre par les radicaux, ça c'est la version, on va dire, la plus élémentaire que l'on pourrait avoir en tête, puisque c'est assez classique de se dire on va écrire les racines d'un polynôme par rapport à des expressions qui dépendent des coefficients du polynôme et des racines carrées, racines cubes, racines énièmes, etc., des expressions qui font apparaître ces choses-là. Donc ça paraît assez logique. Mais il se trouve qu'il y a d'autres façons de penser à chercher une résolution d'une certaine équation polynomiale. Et là, il y a des surprises, puisqu'il se trouve qu'en effet, il y a d'autres méthodes qui peuvent nous amener à des résolutions qui peuvent se faire pour n'importe quel degré. Alors c'est beaucoup moins facile à amener, je pense qu'on essaiera de faire de notre mieux, mais en tout cas on pourra parler de d'autres façons de chercher à résoudre des équations polynomiales, celles utilisant par exemple des fonctions hyperboliques qui peuvent permettre d'amener à des polynômes de degré 5, ou alors une autre utilisant des séries entières. Voilà, et celle des séries entières, c'est une qui permet de faire une résolution d'équations polynomiales de degré n'importe lequel que vous voulez. Sauf que le prix à payer, c'est de devoir écrire des séries. Des séries faisant intervenir les différents coefficients du polynôme et plus encore. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que ces séries vont faire intervenir de la combinatoire. Eh ouais, encore et toujours le péché mignon de Benjamin 1, mais c'est aussi mon péché mignon, je dois l'avouer, donc voilà. Bref, est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire? Parce que là, je commence à divulgacher des choses, mais je vais peut-être pas en dire davantage. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, comme le ferait Benjamin, je vais vous inviter à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Qu'est-ce qu'il dit d'habitude? N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Bien sûr, hein, si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah oui, c'est vrai, il a ajouté ça. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce. Ça fera toujours plaisir. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, je pense que c'est bien. Donc ici, ça sera pour le soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, eh bien, j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine aventure. Mais sinon, vous allez retrouver Benjamin 1 dans une prochaine aventure d'ici peu, notamment pour l'Exocode numéro 141. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Tchuss!